Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 311e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir Colombe Bonsen pour son recueil de mes nouvelles aux éditions Zoé qui est sorti le 1er mars dernier, et Caroline Couteau, l'éditrice de Zoé, la directrice de Zoé, des éditions Zoé, les éditions suisses Zoé. On aime particulièrement, avec lesquels on avait déjà reçu Emmanuel Tornero pour un ouvrage magnifique, et on a la chance maintenant de recevoir Colombe Bonsen pour un autre ouvrage magnifique dans un tout autre genre. Mais avant de donner la parole à Colombe et d'entrer dans le vif du sujet de ce roman-là qui offre de multiples thématiques et de nombreuses facettes, j'aimerais que Caroline nous parle de Colombe. On aime bien donner la voix aux deux, aux éditeurs et aux auteurs. Parfois, ils ne sont pas d'accord, parfois, ils sont toujours en accord, mais pour le coup, Caroline, comment vous avez fait la découverte de Colombe qui avait déjà publié avant d'être chez Zoé? Comment vous avez fait la découverte de cette autrice-là et justement, qu'est-ce qui vous a aussi séduit dans la manière dont elle abordait la littérature? Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. J'ai rencontré Colombe en fait dans un... Oui, enfin en tant qu'éditrice, mais elle s'occupait avec Virginie Mijotte de m'aider à faire la connaissance des libraires en France. Donc on a eu un rapport de complicité qui était pas qui est quand même différent de celui d'éditrice-autrice. Mais comme je me sentais ouais, vraiment en complicité avec elle, j'ai lu Comme neige, qui est paru chez Buchet-Chastel, je ne sais plus la date, en 2016. 2016. Et j'ai aimé beaucoup cette langue à la fois joueuse et mélancolique, je dirais. Vous me prenez un peu au dépourvu, hein, tout le monde, je dis, j'avais pas prévu de te prendre la parole. Donc, mais voilà, si je ferme les yeux une demi-seconde et puis que je pense à Comme neige, et puis ensuite aux livres, aux trois livres romans qui sont parus chez Zoé, je pense que c'est les deux adjectifs que je dirais volontiers. J'aime travailler avec elle comme autrice. C'est quelqu'un c'est très fluide, le travail en coulisses avant le texte définitif, je trouve. Et en même temps, elle est très autonome, donc c'est très agréable. Parfois, vous avez des auteurs qui comptent beaucoup et qui attendent beaucoup de choses de vous. Et puis, ça peut être un peu, comment dire, trop pour moi. Je ne dis pas pour l'éditeur en général, mais parfois, c'est un peu oppressant. Mais il y a une difficulté avec Colombe, c'est qu'on vit à 600 kilomètres l'une de l'autre. Moi, je vivais à Paris souvent, mais enfin, ça, par exemple, la difficulté que j'ai en ce moment avec Colombe, c'est que c'est la première fois que je vais l'entendre en public sur des nouvelles, de mes nouvelles. Et ça, c'est pour ça que je voulais venir en incognito, hein. Et ça, non seulement ça m'ennuie vis-à-vis d'elle, mais en fait, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Comment l'auteur parle de son texte. Il y a toujours un long temps entre le moment où le texte est définitif et se fait mettre en page et le moment où le texte paraît. Donc, il y a un recul que l'auteur a probablement et que là, Colombe a, et je ne l'ai pas encore entendu. euh, voilà, depuis qu'on a travaillé sur le texte, je n'ai pas encore entendu parler de ce texte. Et c'est pour moi important, et c'est aussi important pour un éventuel futur travail et d'éventuelles futures conversations sur ces textes. Maintenant, sur deux mes nouvelles en particulier, la surprise que j'ai eue et ce qui a fait que j'ai aimé ce texte, c'est cette espèce d'évidence ou de naturel qu'elle a à aller, enfin, à aller de la réalité à la fiction et de la fiction à la réalité et comment ces deux univers en principe séparés euh, sont pas interchangeables, mais enfin se contaminent tout le temps et d'une manière complètement presque, presque normale, presque naturelle. Et c'est ça qui m'a beaucoup saisi, je dirais, dans ce texte dont le titre est De mes nouvelles. Et moi, je ne sais pas si ce sont, je suis plus très au fait si ce sont des nouvelles ou un roman, je dois dire. Clairement, on parlera du genre aussi, sur la confusion des genres, sur
le côté hybride, clairement, de ce recueil-là, mais aussi de la création littéraire, de la réflexion sur la littérature, qui est très importante dans ce récit-là, entre autres thématiques. Mais avant cela, j'aimerais qu'on fasse un bref retour sur votre parcours, Colombe, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un trou dans votre CV, et je ne vous souhaite pas être comment dire, euh, quelqu'un qui vous embauche, bien sûr, mais j'ai cru voir qu'entre 2001 et 2016, il n'y avait aucun texte qui était paru, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? Est-ce que la création, il est longtemps question de création littéraire dans de mes nouvelles. Est-ce que vous aviez une explication par rapport à ce trou littéraire? Mm, Bonsoir à tous. Merci de cette opportunité de discuter ce soir et puis de voir un peu mon éditrice. Non, en fait, je crois que vous évoquez en 2001 un recueil qui est apparu qui s'appelait Au septième ciel, qui était une anthologie de littérature qui m'avait été commandée par un éditeur et le directeur de publication qui, je n'ai pas à m'en cacher, était mon père à l'époque. Et moi, j'étais jeune étudiante, j'étais 2001, j'ai 20 ans à vrai dire. Et c'était un travail d'étudiante qui avait une appétence pour la littérature et il s'agissait d'une anthologie. Donc, bon, c'était une sorte de galop d'essai, un travail un peu scolaire. Et à vrai dire, c'est pas tellement un trou, c'est que l'écriture romanesque, je l'avais pas du tout commencé. Si j'y pensais, c'était quelque chose de très enfoui et que je n'osais pas assumer comme tel. Et les 15 ans qui séparent, c'est les 15 ans de maturation, d'essai, d'aller-retour, de mais non, c'est nul ce que je fais, je peux pas, etc. Et tout simplement le temps qu'il m'a fallu pour accéder non seulement à ce désir, mais me l'avouer et oser aller au bout d'une histoire, d'un récit. Et pendant ces 15 ans-là, j'ai travaillé dans l'édition, j'ai rencontré la littérature contemporaine en la personne d'autrices, d'auteurs, d'éditeurs. J'ai fait mon trou un petit peu dans ce monde par la porte professionnelle, à vrai dire. Avec quelque chose d'un peu intimidé et très peu sûr de moi sur l'idée que peut-être je pourrais y participer en tant que moi-même romancière. Voilà peut-être ce qui explique ces 15 ans. J'espère que vous m'embaucherez à l'issue. Alors voilà, tout s'explique. Tout s'explique en effet. J'aimerais qu'on parle de cette. On va rentrer dans le vif du sujet, notamment sur cette mise en abîme de la création littéraire qui était déjà présente dans un premier roman comme Neige en 2016. Caroline en a parlé. C'est quelque chose qui vous fascine, euh, qui vous questionne finalement, cette création littéraire. Euh, Tout au long de mes nouvelles, on sent qu'il y a ce questionnement, ce fourmillement d'idées qui vient en tant que narratrice. Alors, on parlera tout à l'heure d'autofiction ou non, je ne pense pas. Mais en tout cas, cette narratrice-là, elle est quand même extrêmement imbriquée à l'intérieur de l'autrice que vous êtes, c'est évident. Mais on a souvent parlé de Borges, on a souvent parlé d'Oulipo pour vous caractériser, notamment pour Comme Neige, en tout cas des accents, des petites portes d'accès. On comprend clairement les influences, mais j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce qui vous fascine tant dans la mise en abîme de cette création littéraire que vous mettez au sein de ce roman-là. Eh bien, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc mon père est encore un homme de lettres littéraire. Ma mère travaillait aussi dans l'édition et j'aime bien reprendre à mon compte l'expression d'Obélix à propos de la potion magique qui dit: «Je suis tombée dedans quand j'étais petit, je suis tombée dans le chaudron quand j'étais petit». Euh, je, je n'ai pas été une enfant immense lectrice, mais j'ai vécu entourée de livres, vraiment. Il y en avait partout, partout, partout. Il y avait quelque chose de très, très vertigineux dans toutes ces bibliothèques et ces piles de livres. Mon père a été critique littéraire, donc ça s'entassait comme les valises là, de la couverture derrière vous. Et je crois qu'il y avait là quelque chose qui m'attirait, que je n'étais pas sûre de comprendre et que je trouvais très, très, très vertigineux.
Et j'ai l'impression que ça vient de là. C'est que je voulais savoir ce qui se passait de si fascinant dans les livres. Quand je suis moi-même devenue une grande lectrice, mais finalement assez tardive, j'ai lu comme une bonne élève que j'étais avec goût, j'ai fait des classes littéraires, mais je pense que c'est plutôt à partir de, voilà, on va dire 16 ans que je commence vraiment à beaucoup lire, et à 20 ans la création contemporaine. Euh, eh bien, en effet, j'ai trouvé dans les livres des réponses, je ne sais pas comment le dire autrement, la vie en plus, des réponses aux questions que je me posais. Et j'ai toujours eu le sentiment que ça se passait là. Et je suis assez touchée quand Caroline parle de truchement du réel et de la fiction, parce que, à vrai dire, c'est exactement comme ça que j'aborde l'existence et mon existence. Et j'ai pas quitté ce monde littéraire, je vous l'ai dit, je travaille depuis plus de 20 ans dans le milieu littéraire, en tant qu'autrice bien sûr, mais en tant que je travaille dans des maisons d'édition, je suis désormais programmatrice à la Maison de la Poésie à Paris, qui est une scène littéraire où on reçoit tout le temps des auteurs, d'où je vous parle en ce moment même. Et donc, je ne cesse de non seulement lire des livres, et d'autre part de rencontrer des écrivaines et des écrivains. Et donc il y a une espèce de mélange constant entre ce qui s'écrit, ce qui se lit, ce qui se dit. Et moi-même, je crois que je fais parfois un petit peu des confusions. Et je vis comme ça avec à traquer un petit peu les signes littéraires autour de moi. Et je ne sais pas me l'expliquer autrement que par j'ai voulu rentrer dans les murs de la bibliothèque. Je veux être moi-même dans les pages de livres, nager dedans, quoi. Et je fais tout pour. Au point parfois les gens qui me moquent un peu peuvent dire que je romance un peu les choses, mais sans doute, j'aime bien ça et je l'assume complètement, ouais. Et vous écrivez même que les livres ont agi pour vous comme des remparts, des forteresses. Trimballés, ils font office de talisman, d'amulette. Est-ce que c'est aussi puissant que ça, finalement? Oui, les livres me protègent. Je pense très sérieusement que euh, une épreuve de vie, pour moi, se traverse avec les livres qui l'accompagnent. Si je pense à la mort de ma mère qui a fait l'objet du récit, enfin, qui était la maladie et la mort de ma mère, je pense que je n'aurais pas pu comment dire, traverser ouais, cette épreuve sans la lecture et l'écriture. Et ça m'offre la possibilité d'une distance et à la fois d'un partage de sensations et d'émotions. Et c'est complètement intrinsèque. Ça, je ne peux pas le distinguer de ma personne. La narratrice, justement, s'interroge avec une grande humilité sur l'intérêt de son œuvre. Ça, c'est très intéressant aussi parce que comment on définit finalement en tant qu'auteur ce qui paraît utile ou pas quand on est écrivain? Finalement, elle est où la limite? Où est la limite de ce qui doit être publié ou non? Et non pas ce qui doit être écrit. Euh, Je dirais, je suis pas sûre d'avoir une réponse toute prête à cela. Je vais essayer de la formuler en même temps que je vous parle. Euh, je crois pas aux des limites ou des choses qui devraient ou ne devraient pas être écrites. Je crois profondément en la recherche de la sincérité, quelle qu'elle soit, dans la phrase, dans ce qu'on exprime, ouais, j'allais dire d'être OK avec ce qu'on dit et la manière dont on le dit, on peut jouer, bien entendu, vous avez noté, moi je suis plutôt joueuse, malicieuse, je m'amuse, mais on peut jouer sincèrement, voilà, sans trahir, sans mentir. Et donc, je ne sais pas si c'est une limite, mais plutôt une sorte de credo que j'essaye de m'appliquer. Pas de fanfreluche et pas trop de, ouais, faut pas. J'ai l'impression qu'il s'agit de pas trop se mettre en avant. On va chercher. En tout cas, moi, je vais chercher par l'écriture ce qui me meut moi-même dans la lecture, c'est-à-dire ce qui gratte à l'intérieur, ce qui mérite d'être regardé, d'être observé, ce qui nous
atteints, etc. Et en même temps, ce que j'aime absolument dans le fait d'écrire des fictions, et j'y tiens, c'est que c'est pas un espace où on me demande de prendre parti. De crier haut et fort avec un dictaphone, ce que je pense, etc. En même temps, c'est une mise à nu et en même temps, c'est l'espace des doutes. Et c'est là où je peux les observer. Et c'est ça aussi d'être sincère, c'est de faire part de ses doutes, je crois. Alors il y a justement, le mot est lancé, fiction, qui vient en contrepoint de cette autofiction qu'on pourrait penser autofictionnelle. En tout cas, on pourrait penser que ce récit est autofictionnel. Finalement, je n'ai pas l'impression qu'il le soit totalement. Vous jouez sur les genres, vous jouez sur le roman, vous jouez sur la nouvelle, puisque pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est annoncé, entre guillemets, comme un récit, comme un recueil de nouvelles. En réalité, c'est davantage plus un roman nouvelle, un roman novelliste. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais tout se lit, tout se tient, tout se morcelle finalement. C'est une sorte de roman éclaté. Comment vous avez décidé de jouer sur ce genre-là? Est-ce que Caroline est intervenue notamment sur la structure narrative, même si le mot narratif n'est, à mon avis, pas un mot que vous aimez en tant que qu'autrice, c'est en tout cas ce que la narratrice pense. On parlera sûrement du vocabulaire qu'on donne aux livres, notamment en retour à ces écrivains-là, et notamment le mot narratif peut paraître peut-être négatif. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de cette relation que vous avez aussi entre toutes les deux et la possibilité qu'a eu Caroline de d'altérer avec le texte, ou en tout cas la structure narrative. En fait, toute l'histoire de ce livre-là, c'est qu'il y a eu une commande d'une nouvelle pour une revue en ligne. Je faisais une résidence et ils m'ont demandé d'écrire une nouvelle en quelques jours. C'est l'avant-dernière du recueil. Veuillez couper votre caméra. Et ça m'a plu d'écrire ça. Je sortais des Sirènes. Ça avait été un texte. Euh, Fort, puissant pour moi, important, dense. Et puis là, il y avait quelque chose d'un peu virevoltant, très rapide, 3 jours, 3 nuits. Enfin, j'étais emportée dans cela et je me suis dit, ah mais tiens, je pourrais recommencer. Et en fait, il y a une sorte de goût qui s'est mis en place à prendre une petite histoire et la développer pendant quelques jours, semaines. Voilà. Et puis, alors après, je me suis dit, oh, je vais peut-être en faire un projet quand même. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, qui était le flux de conscience, la manière dont on procède par association d'esprit, comment on essaye de remonter le fil de sa pensée. Donc, j'avais un projet comme ça où je voulais, comme une structure neurologique, quoi, aller d'une idée à une autre avec des petites lumières qui s'allumeraient. J'avais appelé ça dans ma tête. Je me suis dit que j'allais aller voir des neurologues. Enfin bref. Bon, et puis j'ai continué à écrire cette histoire et je me suis rendu compte qu'il se passait complètement autre chose. Elles n'avaient pas forcément de lien les unes avec les autres. Je m'en étais ouverte à Caroline, qui avait d'abord eu un mouvement en me disant, oh, tu sais, les nouvelles, je ne suis pas sûre, on verra, mais fais-moi lire à l'occasion. Et quand j'ai eu 4 textes, je crois, dont j'étais un peu contente, je les lui ai envoyés. Et elle m'a tout de suite dit, oh, mais en fait, c'est marrant parce que euh, il y a quelque chose là qui se passe et que tu n'acceptes pas, ou que tu ne vois pas encore, qui est peut-être le rapport à l'écriture, que je trouve intéressant. Et il y a peut-être quelque chose que tu pourrais faire, c'est de tout raconter à la première personne. Il devait y avoir peut-être 1 ou 2 textes que je lui avais envoyés qui étaient à cette première personne. Et elle m'avait dit, essaye de tout mettre à la première personne. Et ça a complètement modifié le projet. Et c'est là que c'est devenu quelque chose ouais, de réflexif, mais pas tant sur ma propre personne que sur l'écriture et l'acte d'écrire. Et qu'est-ce qu'on prend comme scène, comment on la fait rentrer dans un récit, etc. Et en effet, ce jeu-là, c'est celui qui donne finalement le fil souterrain à toutes ces nouvelles, puisque c'est tout le temps la même femme qui écrit, qui s'interroge,
ses petites obsessions et qui raconte à travers plusieurs scènes comme un kaléidoscope, quoi. C'est ce qui fait qu'elle avance en écriture, qu'elle avance dans la vie. Et ça, je remercie beaucoup Caroline encore de m'avoir soufflé cette idée qui a donné une organisation au, ouais, au texte global. Ensuite, pour ce qui est de l'agencement des nouvelles les unes avec les autres, très vite m'est venue cette idée euh, on appelle ça la Dorica Castra, chapeau de paille, paillasson, quoi. Je voulais vraiment que les choses s'enchaînent. Et donc, je m'amusais à reprendre un élément d'une nouvelle dans une autre. Je ne savais pas du tout l'ordre que j'allais donner au recueil, mais je glissais comme ça des petits indices en me disant force au lecteur ou à la lectrice de les retrouver s'ils le souhaitent. Et est venu ce moment de la composition, donc de l'ordre. Je me suis pris la tête, vous n'imaginez pas à quel point je faisais des plans, des numéros, mais si elle a dit ça en 3 et que ça revient en 8, est-ce que ça marche, etc. J'essayais de faire part à Caroline de tous mes doutes. C'est le moment où elle m'a dit, écoute, arrête de réfléchir. Et ça, c'était très drôle. Et donc, j'ai arrêté de réfléchir et j'ai dû prendre les choses comme l'ordre dans lequel auquel j'étais arrivée. Et ça m'allait très bien. Et c'est marrant de se dire aujourd'hui que peut-être ce livre pourrait exister dans un autre ordre et que ça lui donnerait peut-être un autre sens. Mais voilà, je suis très contente qu'il soit ainsi aujourd'hui. Alors, Caroline, Euh, c'est- En fait, cette histoire de tout raconter à la première personne, c'est- ça m'a paru évident parce que il me semblait que c'était toujours la même femme. Parfois c'était elle, parfois c'était je, mais enfin j'avais l'impression d'avoir affaire à la même personne, au même personnage. Et, et le travail qu'a fait Colombe ensuite, en le mettant tout. Moi, je suis jamais sûre, hein. Je pose des questions aux auteurs et aux autrices. J'ai vraiment. euh, comme la je- narratrice finalement, elle est jamais sûre de rien finalement, cette narratrice. Elle est toujours dans le questionnement. Est-ce que cette narratrice ne serait pas un mix entre Colombe et Caroline? Non, là, je envie d'exagérer un petit peu. Non, mais voilà, c'était un personnage à qui c'était en fait dans deux de mes nouvelles, on est dans la tête et dans le flux de conscience d'une femme, un même personnage de scène en scène, et c'est sa vie ordinaire. Et on est dans ses papiers parce que c'est une écrivaine et on est dans les coulisses de l'écriture. Et j'avais l'impression d'une très grande et évidente cohérence. Entre chacune de ces femmes dans les quatre ou cinq premières nouvelles que m'a fait lire Colombe. Voilà. Ce que Cela dit, peut-être un mot euh, plus commercial sur la question du genre des nouvelles. C'est vrai, peut-être que j'ai fait la grimace quand Colombe m'a dit, voilà, je suis en train d'écrire des nouvelles. Moi, j'adore les nouvelles. C'est un genre dans les pays anglo-saxons qui est complètement admis comme, enfin, comme, qui est en tout cas à la même hauteur, peut-être même parfois un peu plus hautement évalué que le roman. Mais dans notre culture francophone, en Suisse romande, c'est la même chose qu'en France. C'est beaucoup plus difficile. Les gens ont envie d'être pris dans une longue histoire et qu'il faille changer d'univers dans un même livre, c'est quelque chose qui peut sembler compliqué. Moi, j'adore ça. Et du coup, bah, comme éditrice, ça fait peur parce qu'on se dit, mon Dieu, ça va être beaucoup plus compliqué ensuite, une fois que le livre paraît de le porter, et d'en parler et d'en faire parler les journalistes, par exemple. C'est Sauf tout. qu'on est- C'est idiot, hein, c'est simplement ça, la petite grimace. Mais c'était pas enfin, c'était pas pour effacer le genre nouvelle que j'ai posé à Colombe la question de savoir si ça pouvait marcher, si c'était pas par hasard la même personne, je crois, en gros.
Sauf quand on est finaliste du concours de la nouvelle, comme Colombe Bonsen. Exactement, ça c'est pas mal. Et on espère qu'elle l'emportera à la fin. Je reviens juste sur cette question d'autofiction, parce que, à mon sens, c'est une autofiction altruiste. Je trouve que ce que vous avez réussi d'extrêmement puissant dans ce livre-là, c'est de faire parler un jeu tout en faisant parler les autres et même en parlant d'eux beaucoup plus que l'autrice elle-même. Et ça, je trouve quand même que c'est plutôt rare aujourd'hui où l'autofiction prend beaucoup de place dans la littérature contemporaine, où elle est de plus en plus écrasante et de plus en plus auto-centrée. Pour le coup, là, c'est un contrepoint total et c'est ça qui m'a véritablement ému quasiment parce que c'est extrêmement tendre, c'est extrêmement drôle aussi. On parlera de l'humour tout à l'heure. Il y a quelques petites pointes d'humour qui sont plutôt très bien senties, mais j'aimerais que vous nous parliez de cet altruisme. C'est un roman, pour moi c'est un roman. Je vais dire roman. C'est un roman sur l'autre finalement, sur l'altérité. C'est un roman sur l'amitié, c'est un roman sur la maladie, sur les proches. Est-ce que ça a été pensé ainsi sur l'altruisme? Merci, c'est une très, très belle réflexion que vous me faites là, vous m'offrez là. Euh, ce qui est difficile pour moi dans la réponse que je vais vous faire, c'est de dire est-ce que ça a été pensé comme? Je n'ai pas pensé en fait. J'ai écrit ça. Enfin, c'est une manière de faire et de voir. Sur la question du jeu, il me semble que ce jeu, même s'il porte en effet beaucoup de traits ou de caractères qui peuvent être les miens, je ne l'ai jamais pensé comme un jeu moi en fait. C'est simplement un point de vue, c'est une focale, enfin, et elle dit je. Bon. Et ensuite, je suis contente parce que plusieurs personnes m'ont fait ce retour que c'était un très beau livre sur l'amitié. Et ça me touche énormément parce que c'est une histoire que je raconte un tout petit peu dans une des nouvelles et pour le coup qui est très autofictive, qui est que au moment où j'écrivais ces courts textes, j'ai été contactée par un autre éditeur. Je ne révèle rien à Caroline qui a suivi toute cette affaire, qui m'avait commandé un texte. C'était la première fois qu'on me commandait véritablement un ouvrage. J'avais déjà eu des commandes pour des revues, comme je l'avais dit, mais là, c'était une commande de livre. J'étais assez honorée, flattée. Et je devais écrire sur un sujet qui m'était cher. J'avais absolument toute l'attitude. Et j'avais décidé, j'avais proposé et décidé d'écrire sur l'amitié. Et la question qui sous-tendait le texte que je comptais produire était l'amitié par les livres. Et voilà. Et en fait, de quoi j'ai renvoyé un début et ça n'a pas du tout fonctionné, ça n'a pas plu, etc. Et moi, ça m'a vexée, humiliée, enfin, c'était atroce, quoi. Ouais, c'est comme si j'avais eu une mauvaise note. Enfin, ça m'a coupé les jambes, vraiment. J'étais blessée. Et je me trouvais nulle. Enfin, voilà, j'avais envie de rien faire. Tout ça valait rien. J'étais bien incapable de produire une pensée. Enfin, ça n'allait pas du tout. Et ma toute petite vengeance, ça a été de l'écrire dans ces nouvelles. De dire, j'ai pas réussi à écrire un texte sur l'amitié. Et en fait, de quoi aujourd'hui des lecteurs et des lectrices, que ce soit vous ou des gens les plus chers, me disent, ah, c'est un très très beau livre sur l'amitié. Donc, la vengeance est un plat qui se mange froid et mes œufs mayonnaise sont délicieux à cet endroit. Non, mais c'est pas du tout pour. J'aime pas trop me jeter des fleurs. Il s'agit pas de ça, mais tant mieux. Tant mieux si on peut dire ça et que, et ben oui, je suis peut-être pas la personne pour écrire des essais, mais j'aime à croire que dans le monde de la fiction et du narratif, car je ne récuse absolument pas ce terme, on peut lire des motifs qui me sont très chers et notamment, en effet, celui de l'amitié entre personnes ou entre personnes qui aiment les livres. Entre personne et objet même. On Mhm. parlait même d'amitié avec les livres. Anne, c'est à toi.
Bonsoir. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé votre livre, comme ça, voilà, je ne prononce pas. Euh, alors déjà sur l'amitié, oui, j'ai trouvé que c'était à la fois, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a plusieurs amitiés finalement dans votre livre. Il y a celle qui se construit dans le temps, qui est comme avec Betty, je crois, oui, où il y a même le coup de foudre amical qui dure pas. Et beaucoup d'amitiés entre femmes. Et puis aussi il y a aussi les amitiés que qu'on évite, comme avec son analyste, par exemple, ou sur lequel on veut vraiment pas, dans lequel on veut vraiment pas mettre un orteil. Donc moi, j'ai trouvé, franchement, c'est presque le thème pour moi, principal qui se dégage. Mais c'est pas ça que je voulais, c'est pas la question que je voulais vous poser. J'ai trouvé que votre texte, il était très, très visuel. Il y a même des moments où euh, dans un escalator, une écharpe, on a l'impression d'être à la fin d'un film de Hitchcock ou au début, enfin, peu importe. Tout est très visuel. J'ai beaucoup aimé ça, beaucoup aimé me représenter finalement toutes les scènes. Et vers la fin du livre, vous expliquez que, enfin, vous dites qu'il y a l'intelligence artificielle serait capable de retranscrire l'image mentale que l'on se fait d'un enregistrement ou d'un film. Et je me suis dit, est-ce que vous, en tant qu'autrice, l'image mentale qu'un lecteur se fait de votre texte, c'est quelque chose qui vous intrigue ou pas? Et si, est-ce que vous, en écrivant déjà, vous avez cette image, vous visualisez, ou est-ce que on est vraiment dans l'écriture, juste? Je sais Non, pas. merci. Pas si je suis très claire. Cette question qui est très claire et que je trouve très juste pour deux raisons. Alors, oui, moi j'écris par image, absolument. J'ai des images qui défilent et que j'essaye d'attraper, en fait, aussi bien que des pensées. Et c'est très, très important pour moi. Et souvent, je suis même saisie par des scènes, par des petits détails dans des scènes, des compositions, etc. Et je les note et je m'attelle. Parfois même mon bloc-notes, c'est juste une photo. Vraiment, ça me porte énormément. Et puis, il ne vous aura pas échappé que elle traîne cette narratrice de temps en temps dans les musées. Et en effet, moi, je suis une spectatrice goulue, avide d'images, de musées. La plasticité me questionne, m'interroge, etc. Et j'aurais aimé être une artiste sans doute. Et donc, ça me fait plaisir si on sent ça dans mon écriture parce que c'est en effet comme ça que ça fonctionne. Et pour répondre à votre question concernant l'image mentale que cela pourrait produire chez ma lectrice, mon lecteur, ça non, je ne l'imagine pas du tout. Je suis intriguée et toujours très curieuse de ce que ça produit et de ce qu'on m'en raconte a posteriori. Mais en revanche, j'y pense pas du tout quand j'écris parce que alors ça serait... si je commençais à penser à ça, je n'écris plus parce que j'aurais trop peur. Donc, non, c'est moi dans ma tête. Et la scène que vous citez, là, en effet, c'était très juste ce que vous dites parce que je voulais absolument qu'il y ait une menace Hitchcockienne du foulard et je voulais qu'on imagine, en tout cas, moi, quand je l'écrivais, je me disais, il faut. Alors, donc, je dis que je le fais pas, mais en même temps, je suis en train de raconter exactement le contraire. Mais j'avais pour espoir que le lecteur, la lectrice puisse imaginer que le pan du foulard allait se prendre évidemment dans les interstices. Je voulais la tuer. Et donc j'ai fait en sorte de mettre comme ça des petits points en me disant s'il y avait la musique, etc., là, ça ferait peur. Et voilà. Et donc j'avais vraiment cette image avec une, une petite musique de film, un peu suspense, etc. Et je me disais, j'espère que ça va fonctionner. Bon, bah super, vous me dites que oui, ça, j'en suis ravie. J'avais noté que c'était justement, ça rejoint un petit peu ce que dit Anne, j'avais noté que c'était un livre de décors de cinéma, finalement. Je trouve que vous avez des décors de cinéma un petit peu dans chaque nouvelle. Et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir il y a l'avant-dernière nouvelle qui est
au postulat de départ de l'écriture de ce roman, finalement, c'est une nouvelle sur le cinéma. Et c'est ça qui est aussi intéressant, qui fait aussi parler le livre en tant que tel. Justement, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce qu'il y a des ponts qui se créent entre justement tous ces arts finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose chez vous? On sent que tout est protéiforme, on sent que dans votre esprit, il y a quand même beaucoup de choses qui se bousculent. Et quel est le tamis que vous utilisez? Est-ce qu'il y a un tamis véritablement qui est un tamis visuel, un tamis littéraire, un tamis artistique, où vous mettez cet ordre de grandeur finalement sur les idées que vous avez? Non, je crois que c'est un joyeux mélange, un joyeux bazar. Et je me nourris aussi bien bon, de livres, je l'ai dit, d'expositions, j'en ai parlé, d'art visuel, beaucoup, beaucoup, de cinéma. Et vous savez, le terme qui pourrait relier tout ça, c'est précisément le récit, la narration. Je vais chercher des récits, des narrations, des manières de dire, de voir, de penser le monde, de le regarder. Et ça, c'est mon terreau. Et donc après, tout s'imbrique dans ce qui est moi, mon mode d'expression, en fait. C'est plus j'avance en écriture et plus je suis certaine que c'est mon territoire. Que d'écrire tout ça, c'est mon territoire. Mais pour nourrir, pour alimenter mon imaginaire, pour que la machine se mette en route, eh bien, j'ai besoin d'autres images, d'autres manières d'entrer dans le champ. Et ça je vais les chercher partout. Ouais, beaucoup. Une femme entre dans le champ, et je fais le lien Voilà, avec Emmanuel Tornero. c'est Euh, tel. Il y a une question de Sandra qui demande si le côté hybride atypique qu'a pris votre texte, est-ce que ça vous a surpris pendant l'écriture? Est-ce que vous vous êtes surprise à aller un petit peu plus loin? Vous avez dit tout à l'heure que les nouvelles, vous aviez appris à les aimer finalement. Vous aviez aimé ça. Mais est-ce que ça vous a surpris au fil de l'écriture des autres nouvelles? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est déclenché chez vous, qui vous a donné envie d'aller un petit peu plus loin sur ces formes hybrides et inclassables, et notamment sur l'art de la nouvelle? Je ne me le suis pas formulé ainsi. Euh, j'ai eu l'impression d'un moment d'un casse-tête infini dans ce que je racontais tout à l'heure concernant la composition. Ce qui était peut-être dur, c'était de m'arrêter, à vrai dire, parce que depuis lors, il m'arrive plein de choses ou des réflexions qu'on me fait ou des scènes auxquelles je participe, et je me dis, ah, ça ferait une super nouvelle. Et donc, je suis un peu ennuyée parce que, parce que ce qui est le plus douloureux dans cette affaire, c'est de se dire, bon, bah, maintenant, je passe au projet d'après, qui est un projet de roman beaucoup plus suivi, on va dire, comme narration. Et j'en ai encore sous le coude, à vrai dire. Donc, s'il fallait aller plus loin, c'est-à-dire que je pourrais pratiquer la nouvelle, en tout cas poursuivre de mes nouvelles comme une forme de pratique, peut-être pas quotidienne, mais enfin régulière et récurrente. Je vais peut-être me dire que c'est ça qu'il faut que je fasse, que non pas que je considère que cette entreprise est terminée, mais qu'elle est toujours en cours. Justement, pendant tout le roman, le récit, vos amis, enfin les amis, les proches, tentent de vous faire écrire sur des histoires. Comment on les reçoit justement, ces récits qu'on nous donne, qu'on nous offre finalement, de manière quotidienne ou presque? Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on ajoute? Qu'est-ce qu'on modifie? Qu'est-ce qu'on supprime? Est-ce que est-ce que c'est, entre guillemets, une création artistique de réinventer une histoire qu'on nous raconte? Bah, il y a de toute façon de la recréation. Après, vous avez dit qu'il m'incitait à écrire. À vrai dire, je leur ai plutôt emprunté sans leur demander leurs affaires, leurs histoires. Euh, alors, j'aime pas du tout l'idée de l'écrivain qui vole les histoires, etc. C'est pas ça, mais enfin, il y a quand même une source d'inspiration dans ce qui peut arriver à mes proches et mes contemporains, dans laquelle je pioche allègrement et sans vergogne, à vrai dire. Maintenant, est-ce que ça fait de moi
une interlocutrice qui écoute avec l'avidité de celle qui va peut-être trouver là une histoire à raconter, je ne crois pas non plus. C'est des choses qui me reviennent, qui me marquent profondément. Et puis parfois, en effet, je le raconte une fois, une scène où, avec un regard appuyé, on me dit oui, ça, il faudrait l'écrire. Mais ça, je prends ça comme des cadeaux, en fait. Enfin, super qu'on me dise ça. Et force à moi de le transformer comme bon me chante. Et moi, j'aime bien, ça m'amuse plutôt qu'autre chose. Il est question aussi d'analyse dans ce récit de recueil. Il y a beaucoup de personnages, que ce soit du côté psy que du côté patient. Euh, c'est un rôle clé dans cette narration-là. Est-ce que finalement, la seule analyste, ce ne serait pas Colombe Bonsen? Parce que vous êtes l'analyste finalement de ces personnages. C'est ma psy qui va être très contente quand je vais lui raconter ce que vous m'avez dit. C'est bon, je peux arrêter ma tranche d'analyse si je suis devenue l'auto-analysante. Parfait. Mais tout ça pour dire que l'analyse, pour moi, c'est un vrai langage. C'est ce que racontais à propos de l'origine de ce projet. C'est le lieu de l'association d'esprit, on laisse venir, etc. Donc, la différence, c'est que l'écriture, il est préférable de retravailler quand même et de reprendre, de mettre en récit les associations telles qu'elles sont venues et non pas de les sursymboliser comme on le fait dans le cabinet de l'analyste. Mais voilà, c'est un langage qui, bah, évidemment, que j'aime parce que il ne cesse d'aller chercher les incidences, les coïncidences, les retours, les choses enfouies, de faire éclore la parole, ce qui me semble extrêmement important pour tout individu, tout être humain. Et, euh, et après, voilà, je dois dire qu'il y a quelque chose c'est assez drôle, les histoires d'analystes, en fait. Enfin, et il y a une curiosité pour ça. C'est-à-dire en France, il y a eu cette série, là, En thérapie, que tout le monde regardait à un moment, qui sont que des histoires. On rentre dans le cabinet de l'analyste et ça a eu un succès fou. Euh, et je me suis dit, bon, bah, si en thérapie ça marche, moi je dois bien pouvoir parler un petit peu d'histoire de psy aussi, quoi, parce que apparemment, ça, ça suscite une réelle curiosité et c'est un joli jouet. Voilà, on peut vraiment glisser des choses importantes et l'histoire de croiser son psy par hasard, depuis que j'ai écrit ça, on m'en a raconté 15. Ah, mais moi, ça m'est arrivé. Alors là, c'était dans le métro et là, elle a baissé les yeux et j'adore. Je suis hyper contente parce que je vous dis, je peux en écrire plein d'autres maintenant. Mais, euh, mais alors, j'espère que ces petites histoires ne sont pas que des histoires d'analysantes que j'arrive à transmettre aussi ce que peut être ce plaisir de la parole écoutée, prononcée, de ce que ça crée comme, ouais, comme excitation, comme curiosité, etc. Voilà, c'était ma seule crainte. Et puis je ne crois pas non plus que le livre puisse être l'espace de l'analyse. Enfin, je veux dire, il y a quand même, il y a quand même une nouvelle qui s'appelle Deux scènes, pour bien préciser qu'il y a la scène de l'analyste et la scène de la littérature, et j'aimerais ne pas les confondre. Cela étant, il y a une scène très drôle où on imagine le psychologue lire le livre de Colombe Bonsen, ou en tout cas de la narratrice. Ça, c'est vrai que c'est une question à laquelle je pense qu'aucun écrivain n'a pensé, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des vraies réflexions, des vraies questions qui sont subtiles en réalité, parce que c'est vrai que c'est une véritable question. Que penserait un analyste en lisant ce livre-là, finalement? Est-ce que le vôtre... Enfin, je veux dire, moi, c'est une vraie curiosité. Est-ce que les analystes qui ont affaire à des écrivains les lisent? Qu'est-ce qu'ils découvrent? Parce que normalement, dans le protocole, l'analyste n'est pas censé connaître la personne qu'il a sur son divan ou sur. Mais quand
il se livre par le biais d'un propos artistique. Qu'est-ce que l'analyste va pouvoir y trouver? Qu'est-ce que ça vient faire dans le travail qui se mène là? Moi, pour ne rien vous cacher, de savoir si j'allais donner ce livre à ma propre analyste m'a tenu 3 séances quand même. Enfin, parce que il est question que de psy là-dedans. Je me suis dit, mais il faut quand même que je lui fasse lire, c'est rigolo. Et en même temps, mais qu'est-ce que je viens de lui dire là, etc. Enfin, bon, je lui ai donné, elle m'a rien dit. Elle a Depuis lors, attendu. Elle- je me demande bien ce qu'il en est. faudra attendre 3 ans, je crois. C'est ce qui est écrit dans le livre. Je crois qu'il faudra attendre 3 ans et qu'elle dise je crois, continue ou continue d'écrire. Je crois que c'est ça à peu près. On va Mais, prendre, ouais. on va prendre une petite photo de groupe avant que Anne pose une autre question. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Anne, c'est à toi. Euh, à propos de l'analyste, moi, j'y connais rien, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les personnes qui vont à leur séance. L'analyste n'est pas là, mais qui reste le temps de la séance. Ah oui. Ça m'a. Bon. C'est pas la question que je voulais vous poser. Il y a des parties du texte où vous utilisez le jeu, d'autres où vous utilisez elle. Est-ce que c'est le fruit d'un travail que vous avez fait peut-être avec Caroline, ou est-ce qu'il y a dans finalement les moments où vous utilisez je ou les moments où vous utilisez elle, des impossibilités d'utiliser l'autre, enfin, c'est par exemple, lorsque vous racontez l'histoire de la mère, c'est le jeu, on a vraiment l'impression de rentrer dans une intimité, mais il y a une autre scène enfin, sans en dévoiler trop, euh, où cette femme a eu une nuit difficile et se réveille mal, et là vous utilisez elle. Qu'est-ce qui motive finalement ce choix de pronom? J'ai l'impression que l'utilisation du elle, enfin, en tout cas de la troisième personne, dans certains textes, c'est parce qu'on allait toucher à des sujets plus dangereux pour moi, plus risqués, et que la seule manière de les aborder, c'était de le faire à la troisième personne. Que même si j'arrive à écrire au jeu en prenant une forme de distance, là, j'avais besoin d'un supplément de distance. Voilà. Et puis, ça faisait aussi partie du jeu que j'y ai eu, que je mettais en place dans cette écriture où je montrais comment on s'en sortait avec un personnage. Donc, c'est un elle, mais raconté par un jeu. C'est-à-dire, je vais lui faire ça, je vais la regarder, elle va faire ci, elle va faire ça. C'était aussi un truc de ma petite marionnette, quoi. Mais en l'occurrence, je crois que ce sont les sujets les plus tendus pour moi qui sont traités au L. Il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé et je pense qu'on n'en parle pas assez dans peut-être les autres interviews que vous avez eues, c'est Samuel. Samuel, il a un rôle finalement qui est pas si anodin que ça quand même, et notamment sur le regard qu'il a sur votre texte. Et je vais vous lire, je vais vous citer. J'espère que vous n'avez pas choisi cet extrait-là, c'est page 12. C'est très intéressant cette question-là parce que je trouve qu'on ne pense pas forcément au compagnon de l'écrivain, finalement, quand il écrit, et notamment sur le retour qu'il fait du texte que l'auteur ou l'autrice se donne. Je vous cite. Pourquoi étais-je si susceptible? Qu'attendais-je de la lecture de Samuel que je ne demandais pas à mes autres primo-lectrices dont, même si cela me piquait, j'acceptais les critiques et tâchais de les accueillir avec intelligence? De Samuel, aurais-je aimé un concert d'éloges? Je voulais parler de ces pages qui m'avaient tant occupé ces derniers jours, mais pourquoi? Pour qu'il reconnaisse mon labeur, qu'il le loue, pour me justifier? J'espérais qu'on analyse mon texte, qu'on en débatte. Je voulais qu'il nous occupe entièrement, intensément. J'attendais quelques remarques générales sur la construction, l'intrigue et d'autres précises sur le sens d'un mot, la place d'une virgule, que nous décortiquions une image et que nous en discutions longuement, lentement, comme si on se caressait avec langueur, on s'excitait sans fureur. C'est une question intéressante aussi sur le regard de l'autre. Qu'est-ce qu'on attend quand on donne un texte à un primo-lecteur, mais surtout à quelqu'un de beaucoup plus proche? Qu'est-ce que vous attendez finalement? Est-ce que c'est, je ne sais plus, il y a un autre personnage qui vous lit, je crois que c'est Leïla,
de mémoire qui vous lit et qui est extrêmement froide, implacable sur le sujet. Quand on est un être beaucoup plus proche, comme un compagnon, ou une femme, un mari, peu importe, qu'est-ce qu'on attend finalement? En tout cas, pour ma petite expérience, j'attends qu'on m'aime et qu'on me trouve super. Et je Même si suis c'est faux? C'est ça ma question. Même si c'est faux? Bah non, bien sûr que non, parce qu'on ose espérer qu'il y a là que la sincérité va être totale et en plus on se connaît assez bien pour sentir un éloge qui n'en serait pas un, mais, euh, mais c'est très très intime de donner un texte pas publié à lire et en même temps bah, c'est ce qu'elle raconte là dans l'extrait que vous choisissez, c'est-à-dire qu'elle fait ça toute la journée, elle y pense encore le soir. Elle a envie d'avancer. Et en même temps, si elle lui montre, elle sait que c'est fragile, que peut-être il va pas aimer. Donc c'est une vraie tannée, ce truc de qu'est-ce qu'on fait de ces textes? Est-ce qu'on les montre ou pas à son compagnon, son amoureux? Enfin, de quelle mesure aussi, celui qui lit le texte avant d'être publié, on devient un tout petit peu l'auteur aussi, parce que il en discute, on en discute, enfin, au même titre qu'une éditrice aussi, qui fait bouger les choses, etc. Donc, c'est un peu complexe et j'ai toujours pas résolu la question de faut-il montrer son texte à sa compagne ou son compagnon avant qu'il soit publié, donc qu'il puisse encore être modifié, ou mieux vaut lui donner le livre et dire voilà, c'est comme ça, et surtout ne me dis rien, enfin, passe-toi de commentaires, etc. Mais non, mais ça crée des trucs où c'est une mise à nu, l'écriture, on va pas se le cacher, quelle qu'elle soit, même si on raconte l'épopée d'un marin au XVIe siècle, j'en sais rien. Enfin, on parle de là où on est malgré tout. Donc quand on donne ça à une personne chère, ben, on a très très envie qu'il nous aime ou qu'elle nous aime. On va pas, enfin moi je peux pas me cacher là. Et en même temps, moi, si je suis amenée à lire, puisque ça m'arrive des textes de gens que j'aime autour de moi, j'essaye d'y porter un regard de lectrice et de le dénuer dans la mesure possible d'affect. Donc, et en fait, j'y arrive pas non plus. Donc, ouais, j'ai pas vraiment de réponse, mais on attend. On attend plutôt d'être aimé, ouais. Cacher ce texte que je ne saurais voir. Ouais, exactement. À vous, Colombe, de nous lire un premier extrait. Pour ceux qui ne vous ont pas encore lu, vous lirez sûrement mieux que moi. C'est à vous. Très bien, je vais lire un extrait, ça va résonner avec des choses qu'on a évoquées de cette personne qui s'appelle Leïla. Et vous allez voir, ça fait sens par rapport à ce qu'on vient de se dire. Leïla et moi, nous sommes connus alors que nous remplissions une mission pour le service communication d'une entreprise standard, toutes deux obligées de faire bureau un temps afin de gagner quelque argent. Nous opérions avec pragmatisme et efficacité dans nos tâches rébarbatives et n'étions pas dupes des rôles sociaux qui se jouaient autour de nous, avec nous. Nous donnions le change. De Leïla, j'ai apprécié le sens des priorités, son regard sur le monde et sa fantaisie. Nous nous retrouvions sur bien des points et riions des mêmes sarcasmes. Leïla, par ailleurs, traduisait des romans de l'arabe vers le français. J'essayais d'en écrire dans mon unique langue maternelle. Nous avions la littérature en commun. Aussi, Leïla et moi, nous ouvrions l'une à l'autre par le biais de livres, les volumes circulant entre nous à la manière d'une monnaie d'échange symbolique, chaque tractation donnant lieu à un dévoilement nouveau, une révélation intime. Quelques années plus tard, nous ne fréquentions plus le bureau commun, mais avons pris le pli de rendez-vous réguliers. Outre que nous plaisantons encore beaucoup, nous partageons nos tourments les plus profonds et nos secrets les plus intimes et continuons d'échanger à propos de littérature avec un même appétit. Forte de cette amitié, j'ai demandé à Leïla d'être une de mes prélectrices, une personne à qui je confie mes textes lorsque je pense les avoir terminés. De ce premier retour, j'espère qu'il me confirmera que je suis arrivée quelque part ou me permettra de reprendre le chemin, me montrera les embûches dans lesquelles je me suis prise, m'indiquera les ombres qu'il faudrait lever.
J'attends toujours, fébrile, ce que Leïla va me dire, et je sais que je peux compter sur sa célérité. Lorsque je lui ai envoyé quelques pages ou extraits, elle les commente lors de notre rendez-vous suivant, maniant le compliment et la critique avec une même finesse, une égale bienveillance. En cela, elle m'aide à écrire. Désormais, au cours de notre promenade matinale régulière que nous pratiquons tel un rituel, nous devisons de toutes les histoires en cours, celles qui nous arrivent en réalité, celles qu'elle traduit, celles que j'écris. Nous faisons plusieurs tours de parc. Merci, Colombe. On ne s'était pas concerté, ça tombe à pic. Oui, ça tombe. Incroyable. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce recueil-là, dans ce roman, c'est que finalement, ça donne des raisons, des causes de l'écriture. On écrit pour différentes raisons, les auteurs écrivent pour différentes raisons, et là, parfois, la narratrice écrit pour combattre l'oubli, parfois pour se consoler, notamment pour la perte d'une mère. Ma mère est morte et ma seule consolation, c'est de l'écrire. Finalement, est-ce que vous avez trouvé les raisons pour lesquelles vous écrivez? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs raisons qui peuvent être dans le livre ou pas, mais est-ce que vous avez répondu à ces questions-là? Non, c'est une question qui évidemment traverse tout le livre, tous ces textes, que je repose à la toute fin avec, pour le coup, s'il y a de l'autofiction, je crois que là, elle y est, dans ce dernier texte que je dédie à mon ami Patrick Kéchichian, disparu trop tôt à mon goût. Et, euh, et je crois à ce dialogue donc entre les livres, entre les arts, entre les manières de voir le monde, des sensibilités, on va dire. Et j'ai l'impression que l'écriture me permet cela, de continuer le dialogue et de rentrer dans ces murmures-là qui sont un peu immémoriaux et ça, ouais, ça me console de beaucoup de choses, de beaucoup de choses. Ça m'accompagne, ça me rassure. Euh, on est tout seul au monde, mais moi, j'ai ce luxe dans ma vie d'avoir l'écriture et donc je le chéris ouais, comme une- 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 un être cher, voilà. Et c'est ce lieu-là que je continue de fouler et de manier et que et quoi qu'il arrive dans ma vie, il y aura ça. Et voilà, c'est ce que je me souhaite. Très bien. Alors, vous avez évoqué Patrick Kéchichian, et en effet, c'était ma question suivante, notamment sur tous ces auteurs que vous faites apparaître dans ce livre-là. Certains sont cités, d'autres pas. Il y a des auteurs qu'on aimerait d'ailleurs savoir qui ils sont, notamment cet auteur italien. Mais vous invoquez Pierre de Marbeuf, poète du XVIIe siècle, pour ce lien avec le paternel, avec votre père, avec le père. Marguerite Duras, Proust et Patrick Kéchichian également. Qu'est-ce que représentent toutes ces figures finalement? Est-ce que ce sont des figures tutélaires? Est-ce que ce sont des influences? Qu'est-ce qu'elles représentent dans l'univers Colombe-Bonsen? Ça va dans le sens de la réponse que je vous faisais précédemment. C'est ce, ce- cette vaste langue. Tout le monde me parle, tous les livres me parlent. Et je cite cela parmi d'autres parce que c'est une espèce j'ai l'impression d'un papotis là autour de moi et je glane des bouts, je les fais miens. Je m'en couvre, recouvre, je me balade là-dedans. Et vous voyez, on parlait pour commencer, du truchement réel-fiction, fiction réelle, etc. Et c'est aussi pour ça, parce que moi, je suis en permanence habitée. Enfin, j'ai cette petite musique là, tout le temps, qui est celle des livres que je lis, des pages. Et donc ça, ouais, bah oui, ça sort très naturellement. J'espère de pas être la snob qui cite à tout bout de champ. C'est simplement que c'est comme ça, c'est mon univers. Et donc parfois ma référence, et ben ouais, elle est plus dans un livre que dans ce qui s'est passé vraiment dans le monde et inversement. Et il y a aussi beaucoup de poésie. Je pense notamment à ce passage magnifique du père de la narratrice et Pierre de Marbeuf,
Pierre de, oui, Pierre de Marbeuf, oui, Ah Euh, ben, notamment. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi beaucoup de poésie finalement dans Vumer, dans un autre récit, Ah dans un oui, autre il y roman. avait dans ce livre qui est un peu singulier dans mon parcours parce que c'est un livre à dispositif, je dirais, c'est celui qui est le plus joueur, qui se passe dans le milieu de l'entreprise de service, très à distance, très ironique et sarcastique sur le monde du travail. Euh, bon, bah, ça déroule une journée de bureau, on va dire, dans tout ce qu'il peut y avoir d'ordinaire, de dossiers, de machin, de ce qu'on s'imagine alors qu'on est en train de taper un mail. Et, euh, et c'est constellé de ce que j'ai appelé les poèmes d'ascenseur. En fait, c'est une transposition d'un exercice qu'on m'a raconté quand je travaillais à ce livre qui est pratiqué dans les écoles de commerce. Elevator pitch, ça s'appelle. Et il s'agit de convaincre un financeur de financer donc le projet, l'idée qu'on a. Et pour ce faire, on doit le pitcher le temps d'un trajet d'ascenseur. Et c'est un exercice qu'on fait faire aux gamins qui sont dans les écoles de commerce pour leur apprendre à présenter un projet et convaincre le banquier de les suivre. Voilà, et j'avais trouvé ça assez fascinant. Et je m'étais dit, mais là, c'est digne d'un poème. Et j'avais tiré mon petit fil là, et je m'étais dit, ben moi, tous mes personnages, un par un, ils vont faire leur poème d'ascenseur. Donc, ça va plus du tout être pour convaincre d'acheter quelque chose, c'est juste pour convaincre qu'on peut faire de feu de tout bois et de la poésie de tout langage. Voilà. J'aimerais aussi qu'on parle du brossage de dents, parce qu'il y a quand même des passages quand même qui sont magnifiques. Je vais en citer un. Vous parlez, c'est dans cette nouvelle, veuillez couper votre caméra, donc où le cinéma a clairement une importance folle. À part ce caïd, ce sont surtout des couples qui se brossent les dents, ce qui témoigne de l'ordinaire de la relation, signale l'intimité quotidienne. A-t-on déjà vu une scène torride se terminer par un «je vais me brosser les dents et je reviens»? Et ce brossage de dents, il n'est pas si anodin parce il est un petit peu en fil rouge. Il apparaît au tout début du livre notamment, il revient à la fin dans cette scène-là. Ce brossage de dents, il est aussi c'est ça où je vous trouve extrêmement forte, c'est que vous prenez des choses ordinaires et vous les transformez en quasiment, je ne veux pas dire surnaturel, mais presque fantastique, mais fantastique au sens noble du terme. C'est là où je vous trouve très habile dans la manière dont vous construisez vos récits. On pense que tout est éclaté et en réalité, non, ça ne l'est pas. C'est au contraire bien travaillé. J'aimerais que vous nous parliez de ce brossage de dents. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a quelque chose, il y a une anecdote particulière, j'en suis persuadé. Mais Hmm. c'est une vision Alors, particulière. l'anecdote, c'est que donc la première nouvelle, celle d'AOC, enfin, que m'avait commandé cette revue qui s'appelle AOC, donc on m'avait appelé en toute urgence, en gros, est-ce que tu peux écrire une nouvelle en 3 jours? C'était ça le défi. Et ce que la narratrice raconte, donc cette scène qu'elle a vue dans la série la veille où l'actrice principale se brosse les dents, bon ben ça avait eu lieu la veille. Et je m'étais vraiment fait la réflexion de waouh, est-ce qu'on a déjà décrit un brossage de dents en littérature? J'avais dû m'endormir là-dessus. Et par défi, quand on m'a commandé cette nouvelle, j'ai dit ah ouais, j'ai hyper envie d'écrire sur le brossage de dents. Et en fait, c'était hyper dur. Je savais pas du tout ce qu'on faisait et j'avais promis. Et ils avaient rigolé. Ils avaient dit ah ouais, brossage de dents, on attend de voir et tout, mais sentez-vous libre de faire autre chose. Et moi, j'y tenais quoi. Donc et donc ouais, l'anecdote, elle est de eh ben ouais, eh ben on va regarder le brossage de dents, on va le faire. Et puis je sais pas quoi, il y a des gestes, des trucs. Et puis c'est une introspection au miroir aussi. C'est le moment où on se regarde. On a 3 minutes, on compte, enfin, c'est tout un rituel, donc soit, pourquoi pas. Et après, bah, j'ai dû en mettre ailleurs en me disant, bon, bah, puisque je l'ai fait une fois, je peux reglisser un peu des brosses à dents. Et en J'adore. plus, non mais en plus, vous avez raison, il y a une vraie anecdote, c'est que on me fait souvent remarquer parce que je crois que quand je m'auto-brosse les dents, je m'arrête souvent, je fais autre chose, j'ai une pensée, etc. Donc je mords ma brosse à dents au lieu de
de la brosser sur mes dents, je la mordis, quoi. Si bien que j'abîme très, très, très vite mes brosses à dents, ce qui donne à Samuel ou d'autres compagnons quelques réflexions amusées, voire un peu moqueuses. Et j'avais, à un moment donné, je m'étais dit, oh, je vais collectionner mes brosses à dents pour voir combien de temps je les garde. Et donc, j'avais commencé, bon, j'ai arrêté parce que, mais j'avais mes brosses à dents, j'avais la date de changement. Et en effet, elles sont hyper abîmées. Puis je les avais gardées en mettant juste les dates. J'avais collé ça sur un papier et j'avais les dates. Je me dis, oh, un jour, j'en ferai quelque chose. Bon, je dois avoir ça quelque part. Mais j'ai arrêté assez vite ma collection. Mais de fait, j'en change assez souvent parce que je mordis. Je sentais qu'il y avait un sujet. Je Bravo. sentais. J'avais oublié cette histoire de collection. Et je me vois même dire parce que je donne beaucoup d'ateliers d'écriture, etc., dire à des étudiants, on peut faire ce qu'on veut et leur raconter cette histoire de brosse à dents pour leur dire, vous voyez, on peut prendre une brosse à dents et décider d'écrire sur nos brosses à dents, quoi. Il n'y a pas de sujet, quoi. Il y a ce qu'on en fait. Anne, c'est à toi. Alors, vous écrivez quelque chose que les gens ici présents et les gens de la communauté FLIL, je pense, apprécieront tous, qui dit que partager avec quelqu'un le goût pour un livre, nul besoin de se connaître au préalable pour se reconnaître dans cette affection commune. Nous avons arpenté et aimé un même lieu, sans le savoir, nous nous sommes déjà croisés. J'ai trouvé ça magnifique, mais vraiment magnifique, et c'est vrai, je partage. Et du coup, on parle de romans, et alors moi, j'encourage ceux qui n'ont pas lu celui-ci à le lire, mais moi, c'était la première fois que je vous lisais, voilà, on ne peut pas lire tout le monde, mais vous me conseillez de continuer avec lequel de vos romans? Oh, bah, J'aurais pu poser la question à Caroline, peut-être que vous seriez été moins mal à Ouais, l'aise, mais elle non, n'est c'est plus là. toujours compliqué de conseiller ses propres livres. Euh, il y a beaucoup d'échos dans ce livre-là avec mon tout premier roman, Comme neige, qui est vraiment quelque chose sur le vertige de la création romanesque. C'est comme ça que moi je suis entrée en littérature. Donc vous y retrouverez des échos. Simplement, c'était en 2016, c'était un premier roman. Enfin, je pense qu'il est moins abouti, pour être très honnête, que ce texte-là. Et ensuite, moi, des sirènes est le livre qui m'a permise d'accéder à une forme de langue et d'intimité de l'écriture que je ne m'étais pas permise avant. Et donc, c'est un livre qui m'est très cher. Ouais. J'aimerais qu'on parle d'un autre personnage principal dont on n'a pas encore parlé. Pour moi, c'est un personnage principal. C'est plutôt le vide, le creux, l'absence. Finalement, on parle beaucoup de maladies, de disparition. On sent qu'il y a une force un petit peu au-dessus du récit, une sorte d'esprit, de voix finalement qui guide, qui nous font des signes, qui habite ce recueil comme un personnage principal. J'ai eu l'impression qu'il y a aussi une double voix dans ce récit. La narratrice a une voix, de l'autre côté, on sent qu'il y a, je ne sais pas comment l'expliquer, une sorte de vase, une sorte d'esprit qui habite ce recueil-là, de fantôme peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une absence, les absents. On sent que ce livre, il a été aussi écrit pour les absents, pour ceux qui sont partis trop tôt, pour ceux qui sont partis trop vite, pour ceux qui vont peut-être naître bientôt, mais on sent qu'il y a je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais on sent qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a une autre strate narrative, une strate un peu souterraine, une sorte de souterrain de l'intime. Et, du souterrain. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sous-tendent les livres. Et en effet, moi, je parlais tout à l'heure des piapias dans ma tête, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de voix dans ce livre, qui sont les voix des êtres chers qui continuent de m'habiter et de vivre à mes côtés, même en étant disparus. Mais il y a un motif récurrent dans ce recueil dont je me rendais compte en l'écrivant, c'est celui de la mémoire qui s'en va aussi, des pertes de mémoire, soit le fait de maladie, de vieillesse, etc. Mais si on pense de manière plus large, c'est cette question qui m'y fait penser, c'est comment on fait mémoire bah, des événements et puis de ceux qui nous entourent, voilà, avec qui on vit, on habite.
Et en effet, ça serait la puissance chamanique de la littérature que j'ai découvert en écrivant des sirènes. C'est la pensée magique. C'est Joanne Didion qui dit ça. Et voilà, ils sont là et on continue de les raviver, de les faire entendre sonner dans les livres. Ça, c'est sûr, c'est tendre. Enfin, vous voyez, il y a des fantômes dans mes livres, mais j'ai beaucoup de tendresse pour mes fantômes. Ils me font pas peur, en fait. Je les veux avec moi. Je les appelle, je les convoque. Et c'est en cela que quand j'écris, que ça me console d'écrire, bah ouais, parce que je peux discuter avec mes fantômes, c'est bien. Et c'est aussi la question du destinataire de l'écriture, du destinataire littéraire finalement. Est-ce que c'est important de savoir à qui on destine un texte, à qui on destine des mots? Est-ce que finalement c'est ça le plus important ou au contraire, peu importe le destinataire, tant que les mots sont posés, c'est peut-être la chose la plus cruciale et importante en tant qu'écrivain. Bah, un livre, à un moment, quand on le rend public, on le publie, il trouve ses propres destinataires. Ça, j'y crois très fort et je le souhaite au livre que j'écris de m'échapper absolument. Euh, Après, il y a toujours la question ouais, de l'adresse à qui on, à qui- à- Bon, très égotique, hein, l'écriture, malgré tout, faut pas non plus se leurrer, hein, donc on se parle un petit peu à soi. Mais, mais c'est quand même souvent, je me rends compte que c'est quand même souvent dirigé. Je, il y a des gens que j'espère. Alors, je ne sais pas si je m'adresse à eux, mais je les espère quand j'écris. Donc, je vais les chercher. C'est comme si ça peut être vraiment quelque chose de l'ordre du clin d'œil, mais plus profondément, ça leur est dédié. C'est pour eux. Et peut-être ils le savent, peut-être ils le savent pas. C'est pas grave. Mais, euh, mais voilà, c'est incarné. C'est ouais. Et, Je me sens image, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Et contrairement aux apparences, ce personnage, cette narratrice-là, elle est extrêmement complexe finalement. Et elle est toujours à l'affût d'une nouvelle idée, elle est toujours à l'affût d'une nouvelle histoire. Est-ce que c'est ça le secret d'un écrivain? Est-ce que c'est être à l'affût, avoir le regard, l'acuité, pour pouvoir saisir un sujet et le théoriser ensuite? Je crois pas, enfin, en tout cas, moi, je pense pas parce que euh, je regarde pas le monde en me disant oh chouette une nouvelle histoire va m'arriver et je vais pouvoir l'écrire, mais en revanche je me surprends à vivre des choses ou à entendre ou croiser une image comme on disait tout à l'heure euh, et euh, et de me dire ah ouais c'est romanesque ou c'est à mettre dans un livre. Euh, ouais, ça fait un truc de circularité, quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis à l'affût, mais il y a quelquefois une petite lampe qui s'allume, quoi. Et c'est comme si je rangeais ça dans un petit tiroir mental. Et à un moment donné, quand je me mets à écrire, j'ouvre un petit peu mes petits tiroirs et il y a des choses qui en sortent, ouais. Et j'aimerais qu'on évoque aussi la localisation du texte finalement. On ne sait pas où on est, rien n'est cité concrètement, excepté qu'on est peut-être dans un milieu urbain, je pense. En tout cas, je n'ai vu aucun signe rural. Ce contexte-là urbain, est-ce que c'était un sujet ou pas pour vous? Est-ce que vous vouliez mettre ce texte-là dans une localisation particulière, dans un lieu particulier? Au contraire, vous vouliez plutôt une universalité de ressenti. Non, non, j'ai été très vexée au début parce qu'il y avait, je sais pas d'où sortait ça, mais un petit texte qui parlait du livre et on disait la narratrice est parisienne. J'avais enfin d'où ça Non. sort cette affaire. Je trouvais que, enfin, c'était tout ce que je voulais pas. L'écrivaine parisienne. Non, ça vraiment, ça me hérissait le poil. Mais non, c'est urbain parce que c'est l'univers que je côtoie et voilà. Mais après, il y a des nouvelles qui se passent à la campagne, à la mer. Euh,
non, l'ancrage géographique qui était si important dans les livres précédents des sirènes l'était beaucoup moins là. C'était pas tellement une question, si ce n'est en effet, quand il y a une nouvelle qui se passe au bord de la mer, c'était très important pour moi de décrire ce paysage-là et qu'il devienne un personnage. Mais c'est au gré de certains textes, je crois que c'est pas le cas partout. Très bien. Alors, je vous ai demandé en amont de choisir un auteur, un livre méconnu que vous aimeriez remettre en avant, un livre qui a compté peut-être pour vous. Qui avez-vous choisi? J'ai pensé à L'été deux fois de Christian Costa. Euh, Ah, b- intéressant. Intéressant parce qu'on a reçu Fabrice Chillet il y a très peu de temps Ah et bah très vraiment, je suis bien. tombé Bon, en bah, donc amour vous de ce connaissez texte. l'histoire, je n'ai pas besoin de vous la raconter. Et en fait, j'ai cherché, hein, je me suis un peu décarcassée pour trouver quelque chose. Et l'été deux fois revenait dans ma tête. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que en fait, c'est une histoire tellement livresque. Enfin, de, d'amoureux de la littérature, de ce texte qui apparaît, qui disparaît, cet auteur fantôme, mais en fait non, le mythe qu'on construit, tout ce qu'on s'invente autour de ça, tous les livres que ça peut donner, tout d'un coup, Fabrice Chillet, des années plus tard, moi aussi je me suis précipitée sur ce texte, je me suis dit, ah génial, on va reparler de l'été deux fois, enfin voilà, c'est pour toute cette espèce de confrérie ou sororité, si vous voulez, souterraine autour de ce texte-là qui existe avec plein d'autres livres, mais c'est ce qui m'est venu en y songeant. Très bien. Et donc, ma deuxième question récurrente étant de se transposer dans 50 ans, en 2074, comment vous vous imaginez, décrivez le monde autour de vous, finalement. Nous sommes en Alors, 2074 dès ce je ne soir. vous remercie pas parce que j'ai donc dû faire un calcul, quel âge j'aurai dans 50 ans. Je me suis demandé si tout le monde avait 50 ans ou si selon l'âge de l'auteur ou l'autrice que Non, vous à chaque interviewez, fois, c'est 50 ans. À il y chaque en a fois, c'est pour 50 moi. ans. Euh, Et Étant en donné fait, qu'un... je me suis rendu compte, pour ne rien vous cacher, que dans 50 ans, j'aurai plus de 90 ans. Et, et donc, il y a quand même peu de chances que, enfin, il y a quand même une sacrée chance que l'univers autour de moi soit les planches de mon cercueil. Donc, ça m'a complètement angoissée, cette affaire-là. Et je me suis dit, bah, tiens, pour la peine, je ne répondrai pas à cette question, parce que la seule image que ça vient me faire naître en moi, c'est un cercueil, un enterrement, et moi dedans. Je te dis, bah, merci de la question. En effet, le monde est angoissant, je vous le confirme. Eh bien voilà, c'est une très bonne non-réponse. Elle est en effet très bonne, c'est la première fois que ça arrive. C'est une très bonne non-réponse. Donc non, l'âge ne varie pas en fonction de l'âge de l'écrivain, c'est toujours 50 ans, étant donné que l'intelligence Je me trouvais artificielle est... plutôt bien servie. Je me suis dit, il pense que j'ai encore 50 ans à vivre, c'est bon signe. Non mais étant donné que l'intelligence artificielle, la cryogénisation, potentiellement, ça pourrait convenir à tous les écrivains. Merci pour cette non-réponse, Colombe. Euh, et donc on va finir cette rencontre avec un second extrait que C'est vous le allez... début de la nouvelle qui s'appelle Le fil. C'est une femme grande et élégante qui marche vite avec prestance. Je la nomme Marianne. Elle avance sur le trottoir d'un air joyeux. Son corps évolue avec grâce, esquivant les obstacles citadins, passant au poteau, d'un simple coup de hanche ou d'une légère glissade latérale, une parenthèse ouverte dans sa trajectoire que Marianne referme en retrouvant sa ligne initiale quelques pas plus loin. Les boucles lâches de ses cheveux rebondissent dans son dos au rythme de ses pas. Ses talons résonnent sur le bitume en cadence. Je les entends. Une file s'est formée devant l'entrée du musée. Un mélange d'individus aux tenues raffinées, certaines plus chamarrées que d'autres, patientent là. Un sourire tranquille s'installe sur le visage de Marianne, juste souligné par le rehaussement de ses pommettes et de ses yeux. Elle n'accélère pas, elle continue telle qu'elle est à cet instant, heureuse et déterminée. Soudain, sa bouche qui se déforme, son épaule qui se tasse, sa jambe qui se tord. On dirait un de ces jouets de bois dressés sur ressort que l'on peut faire fléchir d'une pression sous le socle. Nul grand ordonnateur de l'affaissement ici, si ce n'est moi peut-être. Simplement, la semelle droite de la chaussure de Marianne qui glisse sur un emballage abandonné à même le pavé. Mais elle se rattrape, redresse son corps d'un coup, évite la chute et continue d'avancer. À peine
ralentit-elle un peu pour jeter un coup d'œil derrière elle, le papier plastifié qui volette désormais. À peine se formule-t-elle que cette déstabilisation furtive pourrait être un signe funeste, annonciateur d'un écroulement. Merci, Colombe. Il est temps de vous remercier, Colombe et Caroline, qui nous a quittés tout à l'heure. Il faut lire ce texte, clairement, puisqu'il ne ressemble à aucun autre. Et j'aime quand les textes sont singuliers, quand ils sont originaux, quand ils ne diffèrent de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on peut lire aujourd'hui, avec cette tendance quand même où tout se ressemble. Il faut lire de mes nouvelles, clairement, et peut-être, en effet, l'œuvre intégrale de Colombe Bonsen, que je vous conseille fortement. Merci infiniment, Colombe, pour vos réponses et pour votre réflexion sur la littérature et pour cette narratrice qu'on aime, qu'on a envie de connaître, qui est tendre, qui est drôle et qui est vraiment une très belle héroïne. Merci beaucoup, merci pour votre écoute et vos questions. Merci Colombe. Au revoir tout le monde, au revoir Colombe. Au revoir à tous. Très Bonne belle soirée à vous. soirée.